Bonjour, bienvenue dans Chaleur Humaine, je suis Nabil Wakim. J'ai passé mon enfance et mon adolescence dans une forme d'insouciance. Pourtant, je suis né au Liban, un pays qui n'est pas toujours réputé pour la facilité de la vie sur place. Mais j'ai eu la chance de grandir en France, et dans mon adolescence, dans les années 90, c'est vrai, il y avait le chômage, il y avait le sida, mais on avait encore l'idée qu'on allait vivre dans un monde meilleur que celui de nos parents. Puisque nous, on avait Freddie Mercury, la série Highlander et les Chevaliers du Zodiaque. Maintenant, je suis moi-même parent, et parfois je calcule. En 2050, ma fille aura 35 ans, mon fils 29. Autrement dit, ils seront plus jeunes que moi aujourd'hui. Et quand j'y pense, j'angoisse forcément sur le monde dans lequel ils vont grandir, qui a de grandes chances d'être plus compliqué, plus chaud que celui d'aujourd'hui. Alors je suis forcément sensible au fait qu'une partie de la jeunesse soit très inquiète face au changement climatique. Quand on comprend que le futur risque d'être absolument invivable, il y a de quoi en vouloir aux générations précédentes. Et les générations précédentes, en partie, c'est moi. 2 chiffres par exemple. En France, 86% des étudiants se disent inquiets de la crise écologique et 75% des 15-17 ans se disent pessimistes pour l'avenir. Cette angoisse générationnelle, elle porte un nom, l'éco-anxiété. Comment on fait pour pas être dévoré par cette angoisse? Pour ne pas paniquer en regardant sur Instagram la forêt amazonienne qui brûle et les koalas australiens qui meurent? Comment ne pas sombrer dans la dépression alors que les choses n'avancent pas assez vite? C'est précisément pour ces raisons que j'ai décidé d'inviter Lélia Benoît aujourd'hui. Lélia Benoît est pédopsychiatre et chercheuse à l'université de Yale aux États-Unis et à l'INSERM. Elle mène en ce moment une vaste étude sur l'impact du changement climatique sur la santé mentale des enfants et des ados, soutenue par la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais au Québec. Elle nous répond depuis l'université de Yale aux États-Unis, ce qui explique que le son n'est parfois pas aussi parfait que celui que vous entendez d'habitude dans le studio du Monde. Un mot peut-être avant de commencer cet épisode, pour vous rappeler que Chaleur Humaine, c'est aussi une newsletter, une lettre hebdomadaire d'information, comme on dit en français, qui est disponible gratuitement sur le site du Monde, à laquelle vous pouvez vous inscrire, et que vous pouvez recevoir tous les mardis à midi dans votre boîte aux lettres numérique. Bonjour Lélia Benoît. Bonjour. Alors Lélia Benoît, depuis 2017, il y a une définition officielle par les professionnels de ce qu'est l'éco-anxiété, une détresse émotionnelle, mentale ou physique face à la crise climatique. On parle aussi de peur chronique de la catastrophe environnementale. J'aimerais bien que vous preniez le temps de nous expliquer concrètement ce que ça veut dire. Ce qui est important à voir, c'est que toutes les associations de professionnels qui s'occupent de l'éco-anxiété, donc notamment l'Association américaine de psychologie et l'Alliance pour la psychologie climatique, la Climate Psychology Alliance, considèrent que l'éco-anxiété n'est pas une maladie. C'est-à-dire que les professionnels s'accordent à dire que l'anxiété est une réponse inévitable et même saine aux menaces écologiques auxquelles on est confronté. Donc voilà, c'est important à rappeler, c'est pas une maladie au sens où on refuse d'individualiser le problème et de le médicaliser. C'est-à-dire que c'est pas les personnes éco-anxieuses qu'il faudrait soigner, c'est le changement climatique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de médicament contre l'éco-anxiété. Quand un adolescent vient vous voir, vous ne pouvez pas lui prescrire de traitement magique. Oui, c'est ça. Je pense que je commencerai par lui dire que c'est effectivement un bon point, qu'il a raison. Si on médicalise le problème et qu'on l'individualise, en fait, on va concentrer nos efforts sur les personnes en cherchant peut-être à avoir un médicament miracle, par exemple, au lieu de s'attaquer à la racine du problème, qui est la crise climatique. Et on n'a pas le temps actuellement de perdre des décennies d'efforts et d'argent à se concentrer sur un médicament qui sauverait tous les problèmes, au lieu de s'intéresser à la crise climatique. En fait, pas de changement climatique, pas d'éco-anxiété. Vous avez interrogé plusieurs centaines de jeunes pour ces études. Que disent-ils ? Il y a des différences, effectivement, entre la manière dont ces jeunes perçoivent les choses. Ils sont quand même tous très inquiets, globalement, sauf certains enfants au Brésil qui viennent de populations extrêmement défavorisées et qui ont vraiment aucune notion sur le changement climatique. Mais sinon, dès lors qu'ils ont un minimum d'informations, la réaction naturelle, c'est de s'inquiéter et ils sont tous inquiets. Et qu'est-ce qu'ils disent, ces jeunes, dans les témoignages, dans les entretiens que vous recueillez avec eux ?
Ils disent qu'ils aimeraient trouver des solutions. D'ailleurs, souvent, ils ont pas mal d'enthousiasme pour se lancer dans des activités, pour faire leur part. Ils disent qu'ils aimeraient en savoir plus, que les informations qu'ils recueillent, c'est soit sur Internet, soit en famille, dans les familles qui en parlent. Pour certains, dans les familles où on n'en parle pas, où les parents, effectivement, des fois, c'est plutôt des populations défavorisées, mais où les parents travaillent, font autre chose, n'ont pas le temps de parler de ça, c'est pas le sujet central. Pour ces enfants-là, tout ce qu'ils ont appris, c'est grâce à l'école. Donc je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le rôle de l'école dans ce qu'ils apprennent. Voilà, mais dès qu'ils sont informés, ils essayent de participer, ils ont envie de trouver des solutions. C'est vrai que cette question des origines sociales, elle est quand même importante. Je pense à une de mes collègues du Monde, Marine Miller, qui a écrit un livre très intéressant qui s'appelle La Révolte, qui concerne les jeunes élites, les jeunes étudiants en école d'ingénieurs qui sont confrontés à la question climatique. On a vu plus récemment cette vidéo de remise de diplôme d'étudiants d'AgroParisTech qui appelait à déserter les entreprises face à justement la crise climatique. Mais est-ce que du coup, cette angoisse-là, est-ce que ce questionnement-là, c'est pas un questionnement de privilégiés d'une certaine manière qui sont aux premières loges de la crise climatique, mais qui sont aussi d'une certaine manière les plus gros émetteurs? Alors on commence directement par un point précis, mais c'est important de le dire, effectivement. Là, les études qu'on voit montrent que les minorités, en fait, sont plus inquiètes et montrent un plus grand sentiment d'urgence que la population majoritaire. Notamment, des études montrent que les adolescents américains noirs et hispaniques ont un grand sentiment d'urgence. Et en fait, c'est cohérent avec des études menées auprès des adultes qui montrent que les populations vulnérables sont plus inquiètes. Par exemple, les femmes sont plus inquiètes, les personnes qui ont un faible statut économique sont plus inquiètes et les minorités ethniques sont aussi plus inquiètes. Et en fait, ces données viennent contredire l'idée reçue selon laquelle l'écologie, c'est un problème de riches. Quand on n'a pas d'autres problèmes, on a le temps de s'occuper de l'écologie. En fait, c'est pas vrai du tout. Les minorités s'inquiètent, et à juste titre, parce qu'elles savent très bien que quand la situation climatique va s'aggraver et que ça va être chacun pour soi, ce sera les premiers laissés pour compte. Dans ce que vous décrivez jusque-là, vous parlez essentiellement des adolescents ou des enfants. Moi, quand j'ai parlé de cet épisode autour de moi, ou même dans la rédaction du Monde, même tout à l'heure, une de mes collègues m'a raconté que son conjoint la réveille la nuit pour lui dire qu'il faut absolument quitter la ville et qu'il est encore temps avant de sombrer dans le chaos climatique et qu'il faut aller s'installer à la campagne et que ça le réveille la nuit. Moi-même, parfois, je suis saisi par ce type d'angoisse. Est-ce que l'éco-anxiété, c'est réservé à la jeunesse, ou est-ce qu'on peut considérer qu'en fait, de plus en plus, on a une population éco-anxieuse de plus en plus importante? Oui, ça concerne beaucoup de gens et de plus en plus, et c'est certainement pas réservé aux jeunes. En ce qui concerne les adultes, on peut utiliser un peu les données du dernier rapport du Yale Climate Communication Program aux États-Unis, qui montre que 7 Américains sur 10 sont préoccupés par le changement climatique, alors qu'on ne s'attendait pas à ce que les Américains soient les plus préoccupés, si vous voulez. Et même aux États-Unis, où le climato-scepticisme est important, il recule. Actuellement, on n'a plus que 2 Américains sur 10 qui doutent de l'existence du changement climatique ou qui n'y croient pas du tout. Donc on a vraiment une augmentation de l'inquiétude générale, y compris dans un pays qui n'est pas connu pour être le leader en termes d'écologie. Et surtout, le résultat le plus intéressant, c'est qu'on a 1 Américain sur 3 en 2021 qui se déclare très inquiet du changement climatique. Donc on a une montée en puissance finalement des gens qui sont très inquiets. Et cette part a énormément augmenté, et maintenant c'est l'opinion la plus fréquente aux États-Unis. Les gens qui sont très très inquiets, avant même ceux qui sont un peu inquiets, ceux qui s'y intéressent ou ceux qui doutent. Mais ça, je trouve que c'est une spécificité qui est intéressante et en même temps un peu bizarre de la question climatique, c'est que plus on est informé, plus on est inquiet. Pourtant, on pourrait penser que sur un certain nombre de sujets, plus on s'informe, plus on lit, plus on discute avec des gens, plus on arrive à rationaliser et se dire que ce qu'on a en face de soi, c'est quelque chose de surmontable. En tout cas, pour beaucoup de problèmes dans la vie, c'est comme ça. Moi, je me souviens du moment où j'ai découvert une application qui s'appelle Electricity Map. Alors, c'est vraiment un truc de geek de l'énergie, mais ça permet de suivre en direct les émissions de gaz à effet de serre dans tous les pays européens du secteur électrique. Et donc, il m'arrivait de, effectivement, la nuit, regarder si en Allemagne et en Pologne, les centrales à charbon tournaient pour savoir si... Et je me suis dit à un moment donné, mais en fait, je suis hyper informé, je suis même beaucoup trop informé sur la question climatique, et en même temps, ça me rassure pas parce que plus j'en sais, plus ça m'inquiète. Oui, c'est ce qui se passe quand le problème est assez complexe, c'est-à-dire
il y a des effets de chaîne. L'action qu'on a aujourd'hui, ce qu'on fait nous, n'a pas nécessairement un impact direct qu'on pourra avoir quelque part. Donc finalement, les responsabilités se diluent et ça, c'est inquiétant. Quand il y a quelque chose qui nous embête, on aimerait bien pouvoir le résoudre, on aimerait bien pouvoir contrôler un minimum la réalité. Et là, c'est pas le cas pour le changement climatique. Et ça, pour revenir à ce que vous disiez sur la jeunesse, est-ce que c'est particulièrement présent dans les entretiens que vous avez avec des jeunes, avec des adolescents, avec des enfants, l'idée que tout ça se passe autour d'eux, mais qu'ils n'ont pas vraiment prise dessus puisque ça a été mis en place par les générations précédentes ou celles qui sont là actuellement, mais plus âgées? Si on regarde chez les jeunes, on en a 8 sur 10 qui sont préoccupés par le climat et 6 sur 10 qui sont extrêmement anxieux. Et ça, c'est des données qui viennent de l'étude de l'équipe de Caroline Hickman du Royaume-Uni, qui a interrogé 10 000 jeunes âgés de 16 à 25 ans dans 10 pays différents, y compris la France. Et donc, ce résultat de 8 jeunes sur 10 qui sont préoccupés par le climat et 6 sur 10 qui sont extrêmement inquiets montre que finalement, ils ressentent les choses de manière encore plus vive que les adultes. La moitié d'entre eux dit ressentir tout à la fois les émotions de tristesse, d'anxiété, de colère, d'impuissance et de culpabilité, tout ça d'un coup. Et il y en a quand même 3 sur 4 qui appréhendent le futur. Donc effectivement, c'est beaucoup. En fait, ce qui remonte dans les témoignages dont vous nous parlez, c'est que ce qui est angoissant pour les ados, c'est que les choses n'avancent pas alors que les personnes qui sont responsables savent ce qu'il faut faire. C'est un peu comme si on regardait Star Wars et que Luke Skywalker disait « Ah, j'ai tous les plans pour détruire l'étoile noire, mais je vais plutôt aller danser avec mes amis les Ewoks. » C'est exactement ça. Ce qui suscite l'angoisse, en fait, c'est l'inaction climatique de notre société alors qu'on fait face à un changement climatique très menaçant. C'est pas le changement climatique tout seul qui angoisse, c'est qu'on ne fasse rien malgré le changement climatique. Et c'est là qu'on devient très angoissé. Ce qui vous angoisse la nuit, c'est pas finalement que l'Allemagne fasse ci ou ça. Ce qui vous angoisse, c'est qu'on puisse faire autrement, mais que l'Allemagne ait quand même des centrales à charbon, et que vous puissiez assister à ça, mais en spectateur impuissant. Et ça, c'est très angoissant. Constater l'inaction climatique et ne rien pouvoir faire pour ça, en fait, ça confronte certains adolescents à une impression d'irréalité. C'est-à-dire qu'ils voient les gens continuer leur vie comme si de rien n'était, se lever le matin, aller au travail, le gouvernement faire des promesses qu'ils ne comptent pas vraiment tenir, et ils voient que finalement l'urgence du moment, c'est de préparer leur prochain contrôle de latin. Voilà, super. Donc, il y en a certains qui ont quand même l'impression que le quotidien, c'est un peu comme un de ces films dystopiques où le personnage principal, c'est le seul à être lucide au milieu de tous ceux qui sont pris dans une illusion ou qui sont contrôlés par une force extérieure. Vous savez, ces autres personnages qui ont l'air d'être des humains, mais qui sont en fait des humanoïdes un peu robots et on peut pas vraiment interagir avec eux. Ou alors ces films où on refait tous les jours la même journée et le personnage est bloqué dans la journée qui n'en finit pas de se répéter. Donc pour certains adolescents, il y a vraiment cette impression que il y a un bug dans la matrice, si vous voulez. Et en fait, ça s'explique en psychologie. C'est-à-dire cette sensation que notre propre vie n'est pas réelle, ça s'appelle la déréalisation. Et en fait, c'est un automatisme qui sert à nous protéger quand on est confronté à de la violence. Par exemple, les gens victimes de traumatisme ou d'abus savent très bien ce que c'est que les expériences de déréalisation, des moments où ils ont l'impression de ne pas être là. Et le fait que certains jeunes nous disent qu'ils ont besoin de se déconnecter de leur réalité pour supporter l'absurdité du quotidien, je pense que ça dit quelque chose de la violence de l'inaction climatique. Alors Lélia Benoît, vous nous avez expliqué comment et pourquoi les jeunes étaient plus touchés par cette angoisse climatique. Et j'aimerais bien maintenant qu'on parle du décalage de perception qui peut exister entre les générations. Et je pense à ce qu'on a beaucoup entendu dans les médias autour de la personnalité de Greta Thunberg, l'activiste suédoise pour le climat. Je pense par exemple à l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Luc Ferry, qui dit « ce ne sont pas les gamins qui vont résoudre le problème du climat », ou d'autres comme l'ancien philosophe Alain Finkielkraut, qui dit justement à propos de Greta Thunberg, je trouve lamentable que les adultes s'inclinent devant une enfant. Quelque part, il y a là-dedans l'idée que cette jeunesse, elle est donneuse de leçons, qu'elle exagère l'ampleur du problème et que c'est surtout pas à elle de s'occuper de ça. Moi, je pense qu'effectivement, l'inaction climatique, c'est un abus contre la jeunesse et qu'on a plusieurs obstacles qui nous empêchent d'agir efficacement pour le climat. Le premier, le fait qu'on est dans une société qui a un modèle économique qui est basé sur l'idée que les ressources sont inépuisables et qu'on peut pas vraiment abîmer la planète. Ensuite, un deuxième obstacle, c'est qu'il y a des difficultés réelles
à la planification du changement. C'est complexe, en fait, de s'adapter. Et donc, tout seul, on n'y arrive pas. On a besoin de beaucoup de gens qui travaillent là-dessus et d'être vraiment à plusieurs pour y arriver. Et un troisième obstacle, c'est la difficulté humaine à envisager de réduire son confort alors qu'on n'y est pas encore tout à fait contraint. Ça, c'est difficile. Mais le quatrième obstacle qu'on voit souvent pas, c'est que notre société méprise les jeunes, et en particulier les enfants. Et je pense que l'infantisme, c'est un obstacle à écouter sincèrement l'anxiété climatique des plus jeunes, sans se dire ils exagèrent, si vous voulez. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu. Par exemple, je couvrais avant le secteur de l'énergie pour Le Monde, pendant notamment le mouvement climat en France en 2018-2019 qui était assez fort. Et j'ai souvent entendu, par exemple, des patrons de l'industrie pétrolière ou de l'industrie gazière dire « Bon, c'est très bien que ce que disent ces jeunes n'est pas faux, puisqu'on voit, nous aussi, l'augmentation des températures, on voit le besoin de sortir à terme des énergies fossiles, mais ils exagèrent, ils le disent pas de la bonne manière, c'est trop fort, le fait de ne pas aller en classe, c'est la pire des choses à faire, de faire grève pour le climat, parce qu'en fait, ils feraient mieux de continuer leurs études. » C'est des réactions qu'on a vues, là aussi, après la déclaration des étudiants d'AgroParisTech en disant « Mais qu'est-ce que c'est que cet appel à la désertion ? Vous feriez mieux, au contraire, si c'est ça vos idées, investissez-vous dans le monde déjà existant, prenez-le en main, et puis vous avez qu'à changer les choses. » Et donc, il y a quelque part aussi, même si sans caricaturer, mais en tout cas dans une partie des générations plus âgées, un peu l'idée que oui, dans la jeunesse, cette histoire d'éco-anxiété, c'est utilisé aussi pour ne pas faire un certain nombre de choses auxquelles les générations précédentes ont dû se soumettre, rentrer dans le monde du travail normalement, avoir un crédit immobilier, acheter une voiture, etc., etc. Oui, en fait, c'est des rapports de force et des rapports de domination, mais qui ne se disent pas. C'est-à-dire que la jeunesse est perçue comme menaçante par un certain nombre d'adultes. Je vais vous raconter une anecdote pour illustrer un peu cette violence sociale envers les enfants et les adolescents. C'était en septembre 2019, au moment où il y avait les manifestations dans le monde entier, la grève pour le climat à l'initiative de Greta Thunberg. Et il y avait un journaliste le matin dans une matinale d'une radio publique qui, tout goguenard, disait « Oh là là, c'est étonnant, ces enfants qui manifestent alors que à leur âge, on s'intéresse plutôt à la couleur de sa trousse. » Et en fait, il était super jovial. Je pense qu'il était assez content de sa petite sortie. Je pense qu'il pensait être spirituel, si vous voulez, en présentant les ados comme des consommateurs superficiels et égocentriques. Mais en fait, c'était pas drôle. Et puis, c'est une vision très réductrice et dégradante. Et en fait, la pique est passée comme une lettre à la poste. Personne n'a commenté. Ça fait partie du registre habituel de l'humour collectif sur le dos des enfants et des adolescents. Et moi, ça a été vraiment une claque ce jour-là. En fait, je pense que ça a marqué un peu un point important dans mon envie de travailler sur ces sujets-là. Parce qu'en fait, c'est la banalité de ce mépris qui m'a choquée. Et en fait, à ce moment-là, moi, je travaillais déjà en consultation. Je voyais des adolescents tous les jours et leurs parents à la maison de Solène. Et puis, en fait, en écoutant ça, ça m'a surprise, mais je me suis mise à pleurer dans mon petit déjeuner. Je me suis mise à pleurer de douleur et d'indignation, si vous voulez. Parce qu'en fait, ce journaliste ne comprenait rien aux enfants et aux adolescents. Et au lieu de s'intéresser à ce qu'ils étaient en train de faire, qui était de manifester pour le climat, il déviait la conversation pour se moquer d'eux. Et en fait, il faut regarder la fonction sociale de ce mépris collectif envers les jeunes. Je dis les enfants, mais évidemment, ce que vous dites sur les jeunes, ça englobe les jeunes aussi. En fait, c'est de créer de la connivence entre les adultes ou les plus âgés sur le dos des plus jeunes. Ça permet de désigner un autre et puis de l'exclure pour mieux consolider son groupe. C'est un truc classique, si vous voulez. C'est assez proche de la cohésion de certains hommes qui essayent de créer un groupe en se montrant misogynes, etc. Bon, évidemment, c'est loin d'être tous les hommes, je précise. Mais il y a quand même ce truc de, entre mecs, c'est important de pouvoir se plaindre des, je cite, entre guillemets, des bonnes femmes. Et en fait, c'est ça qui est finalement le ciment de la relation entre mecs. Et on a un peu ce même genre de fonctionnement, de ciment entre les générations précédentes sur le dos des plus jeunes. Peut-être parce qu'il faudrait parler ouvertement du fait que la parentalité, c'est pas toujours gratifiant, qu'on pourrait choisir d'avoir un moins d'enfants si on en veut moins, qu'on pourrait aussi parler de notre peur finalement que la génération nouvelle chamboule nos habitudes et nous force à changer.
Et ça, je pense que c'est très présent dans la question du changement climatique. Pourtant, je peux comprendre qu'il y a des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui sont contents de pouvoir enfin se payer des vacances au soleil, peut-être en avion, et qui vivent très mal d'avoir leur fille ou leur fils de 17 ans qui vient leur faire la morale en leur disant « Bon, il faut remettre en cause tout le confort que tu as acquis, ta voiture, tes voyages, change ton alimentation, renonce à une partie de ce que tu as construit, parce que tout ça, ça menace mon avenir. » Oui, personne n'aime être pointé du doigt. C'est très difficile parfois de se remettre en question, et encore plus quand quelqu'un nous accuse. Donc on peut avoir tendance à essayer de se défendre et de renvoyer la balle. Et c'est beaucoup ce qu'on voit quand on parle de changement climatique, c'est-à-dire que certains adultes s'empressent de caricaturer les jeunes. Et en fait, ils focalisent le problème sur les enfants et les ados au lieu de parler du climat. C'est-à-dire que le problème, ce serait qu'ils ont séché l'école, si vous voulez. C'est pas vraiment que la planète se réchauffe. Et évidemment, distraire et changer le cours de la conversation, ça permet d'éviter de devoir rendre des comptes, ça permet d'éviter de perdre en confort. Et puis, au passage, se moquer des jeunes, ça permet de se défouler de sa propre culpabilité. Vous savez, quand on se sent pas bien, on a tendance à essayer de vider ça un peu sur quelqu'un. C'est immature, mais c'est très fréquent. Après, on peut considérer que les choses, elles sont pas forcément caricaturales, ni dans un sens, ni dans l'autre. Il y a aussi des adultes qui sont bousculés par leurs ados et qui changent de trajectoire en voyant ces inquiétudes monter. Et à l'inverse, on peut aussi se dire que c'est cette même jeunesse pétrie d'angoisse, mais qui achète des vêtements fabriqués à l'autre bout du monde et qui rêve de Dubaï sur Instagram. Évidemment, ils sont soumis à des tentations contradictoires, comme nous tous d'ailleurs. Donc ils sont tentés de consommer et puis ils ont envie aussi de contribuer. Et là où je parle d'infantisme, c'est quand on en vient à s'attacher tellement à ces contradictions qu'on dit « oh là là, vraiment, ils sont étranges, ils ont vraiment des problèmes ». Et c'est là qu'on tombe dans la caricature, c'est-à-dire que c'est là que d'un côté, on va dire « c'est des activistes velléitaires, ils sont occupés à sécher l'école plutôt qu'à changer les choses », ou alors qu'on va les voir de l'autre côté comme une génération héroïque qui est enfin là pour sauver le monde et qui va résoudre le changement climatique bien mieux que nous, et finalement à notre place. Et dans tous les cas, on est dans une image qui est soit dégradée, soit idéalisée. Et ça, c'est le signe de la déshumanisation. C'est le signe qu'on ne voit pas l'autre pour ce qu'il est, mais comme une sorte de caricature. Et donc, c'est du préjugé, en fait. Et c'est pour ça que c'est de l'infantisme. Et en fait, arrêter l'infantisme, c'est faire l'effort de vraiment imaginer ce que c'est que d'avoir 9, 12 ou 15 ans aujourd'hui, en 2022. C'est vraiment faire cet effort d'imagination où on se met à leur place. On imagine qu'on est en train de grandir au début d'une crise climatique qui ne va faire qu'empirer tout au long de notre existence. C'est imaginer qu'on se prépare le matin à aller faire une manifestation pendant qu'un journaliste à la radio s'étonne qu'on ne s'intéresse pas à la couleur de notre trousse. Et c'est aussi voir que l'infantisme est très fort dans notre culture, mais qu'il est complètement banalisé. Si le même journaliste avait dit ce matin-là, en parlant d'un groupe de femmes qui allaient manifester pour une cause, que c'était étonnant qu'elles ne soient pas intéressées par la couleur de leur vernis à ongles, on aurait eu un tollé, si vous voulez. Mais vu que c'est des enfants et des adolescents, on trouve ça normal de considérer qu'ils sont finalement un petit peu inférieurs ou idiots, quoi. Et donc ça, je pense qu'il faut qu'on le regarde très sérieusement parce que sinon, on ne peut pas vraiment les aider. Il y a forcément un mot qui vient à l'esprit quand je vous écoute, c'est celui de paralysie. Il y a quelques mois, par exemple, l'un de mes amis culpabilisait parce qu'il devait prendre l'avion pour des raisons professionnelles. Et là, il voit que la compagnie aérienne allemande Lufthansa envisageait de faire voler 18 000 vols à vide pour respecter les règles européennes sur le transport aérien. Une fois que tu as vu ça, tu te dis que tu peux plus rien faire. Voilà, c'est un peu ce qu'il disait. Alors, comment on fait pour pas déprimer ? Et vous, qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes quand vous les voyez en entretien ? Déjà d'agir, en fait. Même à l'échelle locale, c'est ce qui encourage à aller mieux et à se sentir mieux. En fait, ce qui paralyse, c'est quand on a l'impression que nos actions n'ont aucun impact. Et d'une certaine manière, on peut dire nos actions ont très peu d'impact, mais nos actions n'ont pas non plus aucun impact. Ça, on le sait que nos actions directes ont au moins un impact sur à peu près 30% de la production de carbone annuelle.
30%, c'est pas 100%. On peut dire la grande majorité dépend pas directement de nous. Mais enfin, c'est pas rien. Si tout le monde diminuait ces 30%, en fait, on arriverait déjà à faire beaucoup de choses. Donc ça, ces 30% dont vous parlez, c'est les actions individuelles, adapter mon alimentation, changer mes modes de transport, etc. Tout à fait, c'est toutes les actions individuelles. Et les 70%, c'est la résultante des choix de notre pays. Par exemple, en France, on pollue moins puisqu'on a le nucléaire, en fait, en tout cas en termes d'impact carbone. C'est des choix structurels qui dépendent pas de nous directement, qui peuvent dépendre de nous à moyen terme. Ça dépend de pour qui on vote, des politiques qu'on soutient, etc. Mais sur l'échelle d'une année, ça dépend pas directement de nous. Vous parlez d'action, mais en fait, ça peut prendre des formes très différentes. À votre avis, par quoi il faut commencer ? Alors déjà, il faut pouvoir parler pour sortir de la paralysie. C'est-à-dire il faut pouvoir engager la conversation sur le changement climatique. Ce qu'on sait, c'est que beaucoup de gens sont paralysés, et notamment beaucoup d'enfants et d'ados sont paralysés, alors même qu'ils sont très préoccupés. Il y a des études qui montrent que même quand ils s'inquiètent, souvent ils vont pas entamer une discussion ni avec leurs parents, ni avec leurs profs, ni avec leurs amis. Moi, quand je leur avais posé la question, ils disaient qu'ils ont peur d'aborder un sujet démoralisant dans le groupe, de plomber l'ambiance, ou alors d'être taxés de prosélytisme, donc d'être l'écolo de service, quoi. Et donc, il faut savoir qu'en tant qu'adulte, des fois, on est le seul à pouvoir entamer la conversation, même si l'ado en face est très inquiet. Donc ça, il faut pouvoir le faire. Et la deuxième chose, c'est de savoir qu'il faut concentrer nos efforts sur des choses qui sont à notre portée. Par exemple, il y a eu des études sur les campagnes de communication qui étaient faites entre la fin des années 90 et le début des années 2000 sur le changement climatique et qui ont montré que ces campagnes de communication avaient des effets plutôt délétères. Et c'était, si vous vous souvenez bien, les campagnes où on voyait l'ours sur son glaçon au milieu de sa banquise fondue et on se disait, mais mon Dieu, c'est absolument horrible ce qui arrive à l'ours, mais que puis-je faire pour l'ours ? Puisqu'en fait, nous, on est là où on n'est pas sur la banquise, et en plus, on n'a aucun effet de chaîne visible entre notre action et ce qui va se passer pour l'ours. Évidemment que si il suffisait de fermer l'eau en se brossant les dents ou de ne plus prendre la voiture pour que la banquise se reconstitue sous l'ours et qu'on le savait, on serait les premiers à avoir fermé l'eau et à ne pas avoir pris la voiture. Mais en fait, il n'y a pas de lien direct entre notre quotidien et notre action et ce qu'on voit. Et donc, ces campagnes de communication pour le climat, elles ont été considérées finalement comme assez délétères puisqu'elles suscitent ce sentiment de paralysie, un peu comme quand votre ami ne veut pas prendre de vol et finalement se rend compte que une compagnie aérienne va polluer énormément. On a cette impression de décalage entre notre action et ce qui se passe. Et ça paralyse. Et la suite de la paralysie, c'est qu'on a tendance à se distraire. Comme votre ami qui dit « mais en fait finalement, si j'y peux rien, autant penser à autre chose ». Et en fait, on considère maintenant que ce type de campagne a fait qu'on a pris du retard, énormément de retard dans l'action climatique. Et donc moi, ce que j'aimerais qu'on puisse éviter, c'est de faire subir ce même genre de campagne aux jeunes actuellement. Donc ça ne sert à rien de parler de l'ours qui est sur sa banquise si on ne sait pas comment on va pouvoir l'aider. Et c'est pour ça que agir, c'est agir sur des choses sur lesquelles on a un peu d'impact et on arrive à voir quand même un peu le résultat de ce qu'on fait. Je comprends ce qu'il ne faut pas faire, mais qu'est-ce qu'il est possible de mener comme action concrète ? Je pense qu'il faut rester modeste dans ce qu'on est capable de faire. C'est toujours la question du militantisme sur toutes les causes. C'est-à-dire qu'on a envie de faire bien quand on est militant, mais les militants de longue durée vous diraient, en fait, il faut aussi équilibrer entre sa propre santé, son propre bien-être et notre engagement. Et donc, il faut pouvoir être persévérant et modeste, c'est-à-dire savoir qu'on ne va pas pouvoir tout faire d'un coup. Peut-être choisir un seul objectif, par exemple. Pourtant, l'engagement militant, ça peut être aussi assez déprimant. Quand on est militant syndical, on peut obtenir des augmentations de salaire, des meilleures conditions de travail, des choses concrètes. Mais l'engagement pour le climat, on a vu d'ailleurs un certain nombre de militants qui se sont engagés dans les mobilisations en France en 2018, en 2019, baisser les bras en se disant en fait toutes ces mobilisations ça sert à rien. Et donc cet engagement-là, il peut aussi créer de l'angoisse et de la déprime.
Je pense que beaucoup du burn-out militant, ce qu'on pourrait appeler une forme de burn-out militant, c'est d'être éparpillé sur plusieurs fronts, d'avoir envie d'aider un peu partout. Et effectivement, on ne peut pas y arriver, les journées font que 24 heures. Et puis, des fois, les changements se font à long terme. C'est pas sur une année qu'on verra l'impact. Et donc, il faut pouvoir garder des forces pour continuer. Il y a aussi l'idée que ce type d'engagement, il peut passer par d'autres formes que le militantisme et que ces débats sur ce qu'on peut faire ou doit faire collectivement face aux défis climatiques, ils peuvent avoir lieu dans d'autres endroits, dans une copropriété qui voudrait rénover l'immeuble, dans une association sportive ou culturelle, dans un lieu de culte, dans beaucoup d'endroits dans la société dans lesquels on peut aussi s'engager et porter ces questions-là. Est-ce que ça peut aussi rendre d'une certaine manière moins angoissante la question climatique ? Bien sûr, vous avez tout à fait raison. Et effectivement, c'est ce que j'entends par action collective. C'est-à-dire, action collective, pour moi, c'est pas uniquement soyez militant. C'est éventuellement, oui, vous pouvez rejoindre une association internationale, nationale, etc. Mais vous pouvez aussi rejoindre le syndic de copropriété et favoriser l'isolation des bâtiments. Vous pouvez participer à la mairie, au comité d'entreprise, dans un syndicat. Vous pouvez essayer de planter des arbres dans votre ville pour lutter contre les îlots de chaleur urbains. Vous pouvez vous investir dans l'école de votre enfant pour faire ne serait-ce que disons un événement vente de vêtements d'occasion. Organiser une vente de vêtements d'occasion en dehors de la kermesse pour récolter des fonds, voilà, ça permet d'éviter d'acheter des vêtements neufs. Donc on n'est pas obligé d'être dans une démarche très militante et politisée telle qu'on l'imagine des fois. Agir collectivement, ça veut juste dire ne pas rester tout seul à être là en train d'éteindre les lumières et de culpabiliser d'avoir mangé de la viande une fois tous les 6 mois. C'est en fait participer à quelque chose d'un peu plus grand que soi. Même si c'est effectivement juste une kermesse à l'école, c'est déjà beaucoup. Et ça a des bénéfices que vous pouvez constater ? Donc ce que montre cette étude, c'est que quand les gens sont anxieux, ils agissent. Ils commencent tous par agir de manière individuelle. Donc ça, c'est tous les éco-gestes, on ne va pas refaire la liste. Mais certains, en plus des actions individuelles, vont aussi faire des actions collectives dont je vous parlais, qui sont le militantisme, mais pas que, qui sont tout ce qu'on fait en groupe ou à plusieurs. Et en fait, ce qu'on montre dans cette étude, c'est que c'est l'action collective qui est associée à une réduction de l'anxiété. Donc en fait, agir ensemble, à plusieurs, dans un petit groupe, c'est ça qui fait qu'on se sent mieux. Si vous voulez, c'est parce qu'on est angoissé qu'on agit pour le climat, mais tant qu'on agit tout seul dans son coin, on réduit pas l'angoisse. Il faut qu'on puisse aller voir d'autres personnes, travailler ensemble, faire des choses, même si c'est juste la kermesse dont je vous parlais à l'école, et c'est ça qui fait qu'on se sent mieux. Et vous alors, Lélia Benoît, malgré tous ces témoignages que vous entendez, est-ce que vous gardez une forme d'espoir ? Oui, alors moi, il y a des choses qui m'amusent et qui me font plaisir. Déjà, je suis optimiste face au gros gâchis. Depuis que je vis aux États-Unis, je pourrais me dire, oh là là, mais c'est tellement catastrophique leurs dépenses carbone qu'on va pas y arriver. Et en fait, si on diminue un petit peu un gros gâchis, en fait, ça a un impact énorme. Donc, presque un peu comme une boutade, j'aurais tendance à vous dire maintenant, plutôt que de parrainer un enfant miséreux dans le monde, parrainer un petit Américain. Et vous pouvez lui expliquer comment faire quelques actions environnementales. Et alors, ça va vous paraître ridicule, mais par exemple, éteindre le chauffage en partant le matin ou ne pas partir en week-end en avion une fois par mois, eh bien, c'est des choses qui peuvent réduire drastiquement l'impact carbone du petit Américain que parrainer. Et en fait, vous serez surpris de voir que votre propre impact carbone par procuration a fondu à grande vitesse. Voilà, donc je pense qu'on peut voir aussi les choses de manière optimiste plutôt que de se dire « Oh là là, nous, on est là à économiser 3 bouts de ficelle et finalement, ils gâchent tellement. » En fait, il y a beaucoup d'ignorance aussi et on peut contribuer à ce que des gens qui polluent beaucoup se mettent à polluer en fait un peu moins et ça fait un impact majeur. C'est beaucoup mieux que d'être en train d'essayer d'optimiser à la marge ce qu'on fait déjà. On va s'intéresser maintenant à votre feuille de route pour faire face à la crise climatique. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez changé dans vos pratiques ? Moi, maintenant, je fais du vélo toute l'année.
même sous la neige. Et je dois remercier d'ailleurs, je pense que c'était les Gilets jaunes, où il y avait eu beaucoup de manifestations à Paris et des transports complètement chaos pendant tout un hiver. Et en fait, une fois qu'on a fait un hiver à vélo, on peut tout faire à vélo. On arrête de faire partie des gens qui prennent le vélo qu'au printemps. Donc ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Mais en fait, j'ai fait le calcul et ça me fait économiser par rapport à si je prenais la voiture pour aller au travail. Le fait de prendre le vélo toute l'année pour y aller, en fait, ça me fait économiser 2 heures d'avion pour l'année. Donc en fait, c'est un peu nul quand même. Mais bon, c'est bien. Mais c'est pas ce qui va me permettre non plus de compenser quoi que ce soit d'autre. Justement, vous prenez encore l'avion ? Bah oui, ça m'arrive. Là, je vis aux États-Unis, donc ça m'arrive de rentrer en France. J'essaye de le faire le moins possible, mais oui, ça m'arrive encore de prendre l'avion. Est-ce que vous mangez encore de la viande ? Alors ça m'arrive, je pense de la viande rouge, peut-être une fois tous les 2 mois, un truc comme ça, ou à peu près tous les 2 mois, 3 mois. J'en achète jamais à la maison et ça me manque pas. Et en fait, ce qui m'aide aussi, c'est que j'ai un mari qui n'aime pas du tout la viande de bœuf, qui avait visité un abattoir quand il était petit. Et pour lui, la viande de bœuf, ça a le goût de la mort. Et voilà, c'est pareil pour le poulet. Par exemple, le poulet, pour lui, c'est un oiseau crevé sur la table. Donc en fait, ça aide de vivre avec quelqu'un qui est sensible à la mort animale, je trouve. Si vous aviez 12 ou 14 ans aujourd'hui, est-ce que vous feriez grève pour le climat ou est-ce que vous iriez en cours pour passer vos diplômes ? Si je me remets dans le type d'adolescente que j'étais en fait très sage. Donc, je suis même pas sûre. Peut-être que j'aurais été tentée de rester en classe, si vous voulez. Ce qui est pas très rassurant. Mais je pense que on agit chacun à sa manière, si vous voulez. Là, je suis là, je fais ce podcast avec vous, je fais des recherches sur 2 ans. Voilà, j'y vais doucement, à ma manière. Et je suis très contente qu'il y ait des gens qui manifestent et j'espère pouvoir les encourager avec les recherches que je fais. Peut-être un dernier point. Est-ce qu'il y a, vous, un moment où vous vous êtes dit, sur cette question-là, on n'y arrivera jamais ? Oui, tous les jours, je pense. Et je pense que c'est une chose qu'il faut voir, c'est que c'est pas parce qu'on a de l'espoir qu'on agit. Une des choses dont on se doutait, mais qu'on a bien montré, c'est qu'on peut être très désespéré et agir quand même énormément. Malheureusement, je pense que la situation en Ukraine nous rappelle un petit peu ça. C'est-à-dire qu'on peut, dans des situations extrêmement compliquées, décider qu'on ne va pas laisser tomber sans s'être battu jusqu'au bout. Et je pense que des fois, il faut se battre jusqu'au bout, même quand on n'a pas d'espoir. Merci Lélia Benoît. Ce que je retiens de ce que m'a expliqué Lélia Benoît, c'est d'abord que l'éco-anxiété, c'est pas une maladie. C'est normal d'être stressé et angoissé face à l'urgence climatique, vu l'ampleur du problème. Et je sais pas vous, mais moi, ça m'a fait du bien d'entendre ça. La deuxième chose qui m'a frappé, c'est à quel point on focalise beaucoup sur nos actions individuelles, qui ne sont jamais suffisantes et du coup font beaucoup culpabiliser, puisque par définition, on n'en fait jamais assez. Alors que ce qu'elle explique bien, c'est justement que la clé pour pas déprimer, c'est de se tourner vers l'action collective. Ne pas rester seul et trouver un espace qui nous convient, dans lequel on peut agir. Un espace qui peut prendre plein de formes différentes, suivant le temps qu'on a, l'environnement dans lequel on vit. Ça peut être une association, une copropriété, un groupe d'amis, un club de sport, une école, un syndicat. Il y a beaucoup d'endroits où on peut agir ensemble pour faire avancer les choses. Pour moi, par exemple, c'est aussi à travers ce podcast et cette newsletter Chaleur Humaine. Et je serais ravi d'entendre comment vous faites pour tenir, pour garder espoir. Si vous avez envie de me le raconter, vous pouvez me l'écrire à l'adresse chaleurhumaine@lemonde.fr. La dernière chose qui m'a marqué dans cet entretien, c'est ce que raconte Lélia Benoît sur la manière dont on traite les jeunes générations, quand elle parle d'infantisme, comme d'une discrimination. J'ai trouvé cette idée un peu bizarre au début. Mais en fait, plus j'y pense, plus j'y suis sensible. On se trouve quand même dans cette situation où des ados sont plus sérieux, plus construits, plus articulés sur le climat que leurs aînés. Et sur ce sujet-là, aussi, je serais ravi d'entendre vos avis, vos critiques et vos remarques. C'était Chaleur Humaine, un podcast de la rédaction du Monde, produit par Adèle Ponticelli et réalisé par Amandine Robillard, qui a aussi composé la musique originale. Merci, un très grand merci à ma collègue Marine Miller pour ses conseils et à Claire Lez pour son soutien. Je suis très heureux de recevoir vos avis, critiques, suggestions et courgettes farcies sur mon mail chaleurhumaine@lemonde.fr. Je vous réponds, c'est promis, même si parfois avec un peu de retard.
Chaleur Humaine, c'est aussi une newsletter hebdomadaire à laquelle vous pouvez vous abonner gratuitement sur le site du Monde. Il paraît qu'on dit même en français une infolettre. Et j'y rassemble tout ce que j'ai pu lire d'intéressant sur la transition climatique et qui pourrait peut-être aussi vous intéresser. Vous pouvez vous abonner sur votre application favorite au podcast Chaleur Humaine. Vous pouvez même ajouter des étoiles et des commentaires si cet épisode vous a plu. Merci pour votre écoute et bravo d'être resté jusque-là. À bientôt.